Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette classroom d'aromathérapie sur les familles biochimiques. Je suis Stéphanie Garcel, je suis du coup votre formatrice en aromathérapie et nous allons du coup développer aujourd'hui cette partie qui peut faire peur à certaines personnes, mais vous allez voir, je vais essayer de vous donner des petites astuces et des petites infos pour vous en sortir. Donc au sommaire de la classroom d'aujourd'hui, on va parler des familles biochimiques. Je vais vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça sous-entend comme notion là derrière. Et ensuite, on va les passer en revue. On va passer en revue les terpènes, les phénols, les terpénols, les aldéhydes, les acides, les esters, les éthers, les cétones et les oxydes terpéniques. Donc, quand on parle de familles biochimiques, on rentre vraiment de plein pied dans le monde de la chimie. Je sais que ça effraie pas mal de monde. L'idée, c'est vraiment que je vous montre très pratiquement à quoi ça sert, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc déjà, pas de panique. Dans votre cours, vous avez des formules chimiques. C'est absolument pas pour que vous les reteniez. C'est simplement, si vous êtes curieux, pour que vous puissiez voir à quoi se ressemblent ces molécules. Ce qui est surtout important dans votre cours, c'est vraiment de retenir les mémos que j'ai mis à la fin. Vous allez voir, je les reprends aussi dans cette présentation. C'est vraiment là-dessus qu'il faut vous focaliser. Et quand vous connaîtrez bien ces mémos, tout le reste sera bien plus fluide. Donc, la notion de famille biochimique. Donc, on est dans la biochimie des huiles essentielles. Donc, en fait, ces notions de famille biochimique et cette envie de répertorier finalement les propriétés et les dangers des huiles essentielles en fonction des molécules chimiques majoritaires qui les composent, elles sont nées dans l'esprit de scientifiques qui avaient plutôt un bagage médical. Donc, on est plutôt dans une approche qui s'apparente à une logique d'avoir une dose de molécules chimiques et de voir quel effet elle a, quel effet a cette molécule et quels peuvent être les risques associés. Donc, c'est une approche qui a été proposée en France par Pierre Franchaume, un chercheur aromatologue, puis Daniel Pénoël. Donc, quand on parle de biochimie des huiles essentielles, on parle de chémotype. Si on voulait indiquer une signification à ce mot, ce serait un type chimique. Ça pourrait être traduit par un type chimique. Donc, en gros, c'est la carte d'identité des substances chimiques présentes dans une huile essentielle. Ça correspond vraiment aux molécules majoritaires que vous allez retrouver dans chacune d'elles. Donc, avec les familles biochimiques, on rentre vraiment de plein pied dans le monde de la chimie des huiles essentielles et on va du coup parler de tout un tas de substances qui, vous allez le voir, vont être plus ou moins bien répertoriées parce que c'est comme partout et tout le temps, on est obligé de faire des compromis. Et du coup, c'est surtout très, très utile pour bien distinguer des compositions chimiques différentes pour une huile essentielle d'une même espèce botanique qui pourrait avoir potentiellement des applications différentes. Donc, je prends l'exemple ici du romarin. Donc, vous avez une plante, le romarin, qui va avoir des chémotypes différents en fonction du lieu de culture et du coup des applications différentes puisque la proportion de substances chimiques que chacune d'elles va contenir va différer. Donc, dans le romarin à camphre, on va être sur un chémotype de camphre. Le lieu de culture, ça va être la Provence, le sud de l'Espagne. Et ça va plutôt être utilisé pour un effort musculaire, aussi par rapport à une activité cardiaque. Le romarin à cinéole, donc là, vous êtes sur un chémotype 1,8 cinéole. Ça va plutôt être une plante cultivée en Tunisie ou au Maroc. Et son utilisation, ça va être plutôt pour ses propriétés fluidifiantes et expectorantes. Et ensuite, vous avez par exemple le romarin à verbenone. Le chémotype, ça va être acétate de bornyle. On va pouvoir le retrouver en Corse, par exemple, et lui va plutôt être utilisé pour une régulation hépatique. Donc, une même plante, des compositions chimiques qui peuvent varier et du coup, des utilisations qui varient aussi. Vous avez le thym, par exemple, je vais reprendre un autre exemple, l'exemple du thym. Donc, le thym vulgaire, vous avez les mêmes feuilles, vous avez les mêmes fleurs, vous avez les mêmes graines, mais par contre, en fonction de plusieurs facteurs, par exemple des rayonnements solaires, de la nature des sols, de l'altitude, de l'humidité, à fonction des facteurs dans lesquels cette plante va pousser, eh bien, la synthèse de composés aromatiques faite par le thym va être différente.
Et du coup, le comportement de l'huile essentielle qui va en résulter va être un peu comme si vous aviez finalement distillé des plantes différentes. Donc, le thym intimol, qui provient plutôt d'Espagne, va être un puissant anti-infectieux avec une forte dermatocausticité associée et une hépatotoxicité. Le thym intujanol, qui va plutôt être produit en Drôme provençal, lui, va être plutôt un anti-infectieux, plutôt hépatoprotecteur et avec une très bonne tolérance. Et le thym alinalol, que vous allez retrouver sur le pourtour méditerranéen, lui, va être un anti-infectieux doux. Donc, vraiment, toutes ces différences, elles proviennent en fait, de caractéristiques, finalement, de critères extérieurs qui vont impacter la biosynthèse de ces molécules dans la plante. Donc, quand on va étudier les chémotypes, c'est vraiment avec une notion de sécurité d'utilisation et de ciblage d'usage par rapport à une plante. Donc, je vous rappelle, il y a à peu près 800 000 espèces de plantes sur la planète et il y en a à peu près que 10% qui sont des plantes aromatiques, c'est-à-dire des plantes qui vont sécréter des composants aromatiques que l'on va récupérer dans une huile essentielle en distillant la plante aromatique ou dans une essence lorsqu'on parle des agrumes et de l'expression à froid. Quand on parle de chémotype, il faut savoir que derrière tout ça, il y a une analyse particulière qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse. Et c'est cette analyse qui va nous permettre de savoir quels sont les composés chimiques que contiennent les huiles essentielles et aussi quelles sont les quantités. Donc, vous allez avoir une caractérisation qualitative, quelles molécules chimiques, mais aussi quantitative, quel pourcentage je vais retrouver. Il faut avoir en tête que c'est impossible de lister la totalité des molécules chimiques qui composent une huile essentielle dans le chémotype. C'est pour ça que le chémotype va reprendre en général les 3 composants chimiques les plus représentatifs de l'huile essentielle en quantité, ou des composés vraiment très, très spécifiques qui vont être à l'origine d'une propriété vraiment importante. Il faut prendre un petit peu de distance avec ces familles biochimiques et se rendre compte que l'on ne peut pas tout expliquer par rapport à ces chémotypes. Le totum de la plante a aussi son importance. Et parfois, vous allez avoir des incohérences avec certains classements de molécules chimiques et il faudra vivre avec. C'est des choix arbitraires qui ont été faits. Il y a des compromis qui ont dû être faits pour classer certaines molécules dans des familles chimiques. C'est imparfait, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette vision globale par rapport à la sécurité et aux propriétés principales. On ne vit pas dans un monde parfait, donc voilà, il y a parfois quelques substances qui ne se retrouvent pas aux bons endroits. Et ces familles biochimiques aussi, en fait, elles mettent en avant des molécules particulières, mais elles ne prennent pas en compte du coup toutes les synergies et tous les antagonismes qu'il pourrait y avoir entre des molécules chimiques qui viendraient du coup faire diminuer un effet peut-être délétère d'un composé chimique et qui ferait que du coup, l'huile essentielle deviendrait complètement sûre parce que ces molécules sont présentes et du coup, elles viennent quelque part atténuer des propriétés de molécules qui pourraient être dermocaustiques, par exemple. Donc, c'est ce qui explique notamment ces synergies et ces antagonismes parmi toute cette soupe finalement de molécules chimiques qui vont composer votre huile essentielle, c'est ce qui explique que certaines huiles essentielles vont avoir un comportement différent de celui de leur famille biochimique principale. C'est parfois quelque chose qui vous trouble quand vous voyez les cours, mais c'est parce que en fait, l'huile essentielle n'est pas constituée que par une seule molécule, mais bien par des centaines de molécules chimiques qui vont du coup apporter des propriétés et permettre souvent d'utiliser de façon sûre les huiles essentielles. Donc, la chromatographie en phase gazeuse, donc c'est une analyse qualitative et quantitative, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment clé pour l'identification et la caractérisation d'une huile essentielle. C'est vraiment ce qui va permettre de déterminer la pureté et le profil chimique de l'huile essentielle. Donc, vraiment de façon très schématique, comment est-ce que ça se compose? Donc, il y a un gaz vecteur, donc c'est un gaz qui va venir pousser l'huile essentielle qui va être vaporisée dans une colonne. Donc, une colonne, il faut imaginer ça comme quelque part comme un immense couloir avec des portes. Et en fonction de l'affinité que l'huile essentielle pourrait avoir pour ce qui se trouve derrière ces portes, les composants individuels vont mettre plus de temps
à sortir et arriver au bout du tunnel, en fait. Et c'est comme ça que finalement, les composés vont être séparés au fur et à mesure de la colonne. Donc, dans cette colonne, en réalité, il y a une phase stationnaire. Cette phase stationnaire, c'est composé de molécules chimiques qui vont avoir des propriétés pour retenir plus ou moins longtemps les composants qui constituent cette huile essentielle. Ce qui fait qu'au final, à la sortie de cette colonne, vous allez avoir les composés qui vont être séparés les uns des autres et qui vont pouvoir être quantifiés grâce à un détecteur. Donc, le détecteur va permettre de savoir combien de pourcentage de telle ou telle molécule vous allez avoir dans votre huile essentielle. Donc, ça sort sous la forme d'un signal, hein, et le détecteur, par rapport à des étalons, va pouvoir être capable de vous dire vous avez tant de pourcentage de cette molécule par rapport à une surface de pic étalon qui vous permettrait de connaître la quantité précise. Donc, vraiment, schématiquement, il y a un gaz qui pousse les molécules dans une colonne avec une phase stationnaire qui a des affinités plus ou moins marquées avec les composés de l'huile essentielle, avec les molécules chimiques, qui vont faire, du coup, ces affinités différentes vont faire que les composés qui constituent l'huile essentielle vont sortir finalement les uns à la suite des autres dans la colonne. Plus ils auront d'affinité avec la phase stationnaire de la colonne, plus les composés vont rester longtemps dans la colonne. Donc, ça veut dire qu'ils vont sortir à des temps bien plus longs. Et moins les composés auront d'affinité avec la phase stationnaire de la colonne, plus ils vont rester, ils vont passer très, très vite et du coup, ils vont sortir en premier au niveau du chromatogramme. Donc, il faut vraiment imaginer ça comme un couloir avec des portes. Ceux qui ont une affinité pour ce qui se trouve derrière les portes, du coup, forcément, vous restez beaucoup plus longtemps dans ce couloir. Ceux qui n'ont aucune affinité avec ce qui se trouve derrière les portes, ils vont passer tout droit, ils vont sortir tout de suite. C'est un peu vraiment comme ça, si je pouvais essayer de vous faire imaginer comment ça se passe dans une colonne. Alors, c'est bien sûr extrêmement schématique, hein. C'est bien plus complexe que ça, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'analyse du laurier noble. Donc, ce sont des données qui viennent de la distillerie de Bel Air. Donc, c'est la distillerie Bel Air qui m'a fourni ces analyses. Donc, c'est simplement pour vous montrer le nombre de constituants de cette huile essentielle. Donc, dans le laurier noble, vous pouvez voir qu'elle est composée à 27,6% de 1,8-cinéole, à 10,17% de linalol, à 9,7% d'acétate de terpényle. Donc, vous voyez déjà que quand on a passé les 3 premiers constituants, tout de suite derrière, avec l'alpha-pinène, on est déjà à moins de 5% dans l'huile essentielle. Et quand vous en êtes tout en bas de mon premier tableau, hein, le tableau de gauche, hein, si on prend le muroladienne isomère, vous êtes à 0,8% de muroladienne isomère dans le laurier noble. Ça veut dire que tout ce que je vais vous faire défiler derrière, c'est à moins de 0,8% dans l'huile essentielle. Ce n'est pas pour autant que ça n'a pas d'intérêt dans l'huile essentielle et que ça ne va pas expliquer ses propriétés. Mais c'est pour vous montrer la complexité. Et quand je vous parle dans votre cours d'une véritable soupe de molécules chimiques, c'est vraiment pour illustrer ces propos. Donc, vous voyez, vous avez déjà ce premier tableau, hein, le tableau de gauche. Ensuite, le tableau de droite avec en première molécule le bêta-cubénène à 0,7%. Tout en bas de ce tableau, on va trouver le bêta-myrcène à 0,37%. Alors, bien évidemment, il n'y a rien qui est à retenir ici. C'est simplement pour illustrer mes propos. Parce que vous allez voir qu'on est loin d'arriver au bout. Ensuite, alors ça, il faut bien imaginer que sur une analyse de chromatographie, tout sort à la suite. Donc, vous allez ensuite avoir l'alpha-terpinène, je suis sur mon tableau de gauche, à 0,3%. Tout à la fin de ce tableau, à gauche, vous avez le viridiflorol qui est déjà à 0,12% dans mon huile essentielle. Tableau de droite, le delta-cadinol à 0,12%. Tout en bas, vous allez trouver l'alpha-armorphène à 0,07%. Vous imaginez que là, on est vraiment dans des quantités infimes. Ce n'est pas fini. Vous allez trouver le géraniol, tableau de gauche, à 0,7%. Le silméthyl-5-heptène de On à 0,03%. Mon tableau de droite, le 6-oxyl de lilanol à 0,03%. 2-hexène-1-ol à 0,02%. Et à la fin, les dernières molécules, l'alpha-P-dimestyrstyrène à 0,02% et l'uofluropélargone
à 0,01%. Donc, quand vous analysez une huile essentielle de laurier noble, vous avez plus de 136 molécules chimiques identifiées et quantifiées, avec des quantités très variables, hein, puisque vous voyez, hop, si je reprends les premières molécules qui sortent, le 1,8-cinéol, il est à 27,6%, et les dernières molécules, elles sont à 0,01, 0,02, et vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, 136 molécules dans mon laurier noble. Là, je vous ai mis les conditions d'analyse chromatographique parce que, bien entendu, quand on compare des chromatogrammes, il faut comparer à analyse équivalente. Donc, ça veut dire que vous allez comparer les produits qui ont été séparés sur une même colonne, avec une même programmation de température. La programmation de température, c'est ce qui va permettre de faire passer votre huile essentielle sous phase vapeur, sous phase gazeuse, puisque là, on est en chromatographie en phase gazeuse. Le gaz vecteur, c'est ce qui vient pousser les petites molécules dans la colonne, c'est de l'hélium. Et là, au niveau de l'injection, eh bien, vous allez injecter 1 microlitre d'une solution d'huile essentielle diluée à 10% dans l'hexane. Et ensuite, tout est calculé par le détecteur qui va venir s'étalonner par rapport à un chromatogramme témoin que vous allez pouvoir, que le distillateur va pouvoir renseigner au niveau des données. Donc, si je résume, là, je vous ai mis cette fois-ci la fiche technique du laurier noble. Donc, avant, c'est le bulletin d'analyse. Donc, vous avez l'analyse totale du laurier noble par chromatographie par phase gazeuse. Et là, vous allez avoir les molécules finalement que le distillateur retranscrit sur la fiche technique, comme pour lui étant les molécules principales intéressantes du laurier noble. Donc, en fait, Bel Air, dans sa fiche technique, va venir indiquer les concentrations en 1,8-cinéol, en linalol, en acétate de terpényle, en alpha-pinène, en delta-cadinène, en EE-alpha-farnésène, en sabinène, en bêta-pinène, en méthylogénone et en terpine 4-ol. Donc, vous avez du coup des concentrations qui s'échelonnent entre 27,6 et 2,09% de ces molécules. Si vous vouliez sortir le chémotype du laurier noble, ce serait ces molécules-là. Et je voulais vous montrer en fait que selon le distillateur et selon le fournisseur, les molécules qui vont être indiquées comme le chémotype du laurier noble, eh bien, ça va être variable en fonction du fournisseur. Bel Air, lui, comme chémotype du laurier noble, il va indiquer le 1,8-cinéol, l'alpha-terpinéol, l'alpha-pinène et le limonène. Donc, sur son flacon, vous allez retrouver ces 4 molécules chimiques comme étant le chémotype du laurier noble. L'adrome, lui, sur ses flacons, va faire remonter comme chémotype le 1,8-cinéol, le limonène et le linalol. Du côté de chez Terraia, ça va être le 1,8-cinéol, le linalol et le sabinène. Arcopharma, lui, ça va être le cinéol 1,8, acétate de terpényle. Donc, lui, il en fait ressortir que 2. Si vous regardez par rapport aux compositions, il va faire ressortir le 1,8-cinéol à 27,6 et l'acétate de terpényle à 9,7 et pas le linalol à 10,1. Parce que, en termes d'activité, c'est ces molécules-là qui vont être jugées comme étant composées majoritaires par rapport à l'activité du laurier noble pour Arcopharma. Chez Nature Active, ça va être le 1,8-cinéol, l'alpha-pinène et le sabinène. Donc, pourquoi je vous montre ça? Simplement pour vous montrer que sur des molécules qui ne sont pas comme du thym, du romarin, où on a des chémotypes qui sont déjà indiqués dans le nom, vous allez vraiment retrouver ça dans le nom de l'huile essentielle. Si un jour vous voyez du thym, une huile essentielle de thym, sans autre information, c'est qu'il y a un souci, c'est que vous n'êtes pas sur un packaging assez précis pour pouvoir savoir ce que vous achetez. Pareil, si vous achetez une huile essentielle de lavande, si sur le flacon, il y a indiqué que lavande, il y a un souci en fait. Vous ne savez pas si vous êtes en présence de lavande aspic, en présence de lavande vraie.
Et vous avez besoin d'informations pour ne pas vous tromper sur les molécules et plutôt sur l'huile essentielle que vous achetez et du coup, par ricochet sur les molécules actives que vous souhaitez avoir. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ce chémotype, il peut être variable Enfin, les molécules chimiques qui peuvent être mises en avant pour un chémotype, pour du laurier noble, par exemple, ça peut être variable. Ce ne sera pas le cas, par exemple, voilà, comme je vous le disais, sur les molécules qu'on a vues tout à l'heure. Hop, sur un romarin à camphre, vous aurez toujours le chémotype qui sera indiqué. Vous aurez toujours cette information sur l'étiquette et bien sûr, elle sera la même partout. Romarin à camphre, ce sera un chémotype camphoriferum. Un romarin à cinélol, ce sera un chémotype cinéoliferum. Un romarin à verbénone, ce sera un chémotype verboniferum. Et vous aurez ces informations sur le packaging. Donc, quand on parle de famille biochimique, on parle de structure chimique. Donc, on va parler, c'est pour ça que vous allez retrouver quelques formules dans votre cours, mais je le répète, elles ne sont pas du tout à apprendre. Donc, ça va être vous allez retrouver des éléments, hein, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Il va y avoir d'autres, parfois du soufre, voilà, des choses comme ça. Vous allez aussi avoir des molécules qui vont être saturées ou insaturées. Donc, ça veut dire qu'il pourra avoir une liaison double ou multiple entre deux atomes de carbone, par exemple. Donc, le fait que les liaisons soient insaturées, ça donne une réactivité plus forte des molécules en général. Donc, ça va être des choses soit plus instables, plus actives. Il y a pas mal de notions derrière ces insaturations. Il y a des notions aussi de conformation spatiale. Donc, comment est-ce que finalement tous ces atomes vont s'organiser dans l'espace? Donc là, je parle vraiment de l'espace en 3 dimensions. Hein. Comment est-ce que tout ça va s'agencer dans l'espace pour que tous les éléments puissent prendre leur place au niveau spatial? Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs types de conformation spatiale. Avec les doubles liaisons, vous allez avoir des conformations cis, des conformations trans. C'est des niveaux de détails qui ne sont absolument pas à retenir. Hein. Je le répète, hein, je vois des gens qui sont contents de savoir que ce n'est pas à retenir. C'est évidemment pas du tout à retenir. Hein. C'est vraiment pour votre curiosité, si ça vous intéresse, mais ça n'a aucun intérêt de les retenir. Et parfois, ces conformations cis et trans, eh bien, sur certaines conformations vont être toxiques, d'autres pas. Donc, c'est vraiment des notions qui sont importantes, hein, mais qui seront à un niveau bien au-delà de ce qu'on a à savoir, nous, pour faire du conseil en huile essentielle. Tous ces noms de molécules chimiques sont donnés à partir d'une nomenclature officielle standardisée qui est la nomenclature internationale de chimie pour que tout le monde se comprenne, quelle que soit la langue. Hein. C'est pareil, ça ne vous parlera pas forcément, mais il faut vraiment voir ça comme une langue étrangère. Voilà, quelque part, il n'y a rien à comprendre. Leurs noms sont comme ça et là, on n'est pas dans un cursus où je vous demande de les apprendre, hein, mais si vous étiez sur des cursus de chimie comme moi j'ai pu faire dans mes études passées, évidemment, on est obligé de les apprendre. Là, ce n'est absolument pas l'objet de ce cours d'aromathérapie. Mais par contre, c'est impératif que vous sachiez que ça existe. C'est impératif pour pouvoir lire des bouquins d'aromathérapie si vous voulez approfondir les choses, si vous voulez lire des publications. C'est important que vous ayez toutes ces notions en tête. Mais voilà, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur toutes les molécules, ça vous servira de savoir comment c'est dans l'espace et à quoi ça ressemble. À titre de curiosité, c'est bien, mais je ne vous les demanderai jamais, quoi, très clairement. Rappelez-vous qu'il y a des compromis qui ont été faits pour classer les molécules. Il y a parfois des incohérences, il y a parfois des erreurs, des nombres de carbone qui sont pas corrects et qui font que la molécule est mal classée. Et bien, c'est comme ça. Vivez avec. Hein. On est dans un monde imparfait. C'était la vie, c'est comme ça. On va pas. Les classes sont faites ainsi et elles ne vont pas bouger. Donc voilà, acceptez-le. Vraiment, j'ai fait cette diaporama là pour vraiment que vous compreniez aussi qu'on ne peut pas expliquer vraiment, comme je vous l'ai dit, si je reprends l'exemple de mon laurier noble, vous avez vu, il y a 136 molécules. On peut tirer des tendances, des choses comme ça, mais on ne peut absolument pas expliquer tout le comportement d'une huile essentielle par son seul chémotype et par ses seules molécules chimiques majoritaires.
ce serait nier toutes les interactions avec les autres molécules chimiques qui composent l'huile essentielle et qui font qu'elle existe. C'est ce qu'on appelle le totum de la plante. Donc, parmi toutes ces molécules, eh bien, il y en a qui vont faire des synergies. Ça veut dire qu'il va y avoir des actions positives entre plusieurs molécules. C'est vraiment très souvent le cas. Il peut y avoir aussi des antagonismes. Donc, ça veut dire deux molécules qui s'associent pour donner quelque chose d'encore plus négatif que les molécules simples, isolées et séparées. C'est rarement le cas, hein, pour le coup, dans les huiles essentielles, donc c'est plutôt positif. Et c'est ce qui fait que, du coup, quand vous allez comparer les propriétés d'une famille biochimique avec les propriétés d'une huile essentielle qui contient des composés de cette famille, eh bien, finalement, l'huile essentielle, elle va être beaucoup plus souple d'utilisation. Donc, c'est vraiment ce recul que je voudrais que vous preniez par rapport au chémotype, parce que voilà, il ne peut pas résumer à lui seul les propriétés des huiles essentielles. L'impact du totum de la plante est aussi important. Et c'est pour ça que vous avez besoin et vous allez avoir cette connaissance quelque part macro des familles biochimiques, vraiment des grosses classes de danger, des précautions à prendre, du coup de leurs utilisations principales. Mais il vous faut impérativement à chaque fois aller vérifier les propriétés, les contre-indications, les précautions d'emploi, les voies d'administration pour chaque huile essentielle. C'est quelque part, les familles biochimiques, ça vous permet de dégrossir. Mais il vous faut impérativement aller voir à chaque fois les propriétés des huiles essentielles. C'est vraiment impératif. Et ça, c'est ce que vous allez trouver du coup dans toutes les cartes d'identité que vous trouvez dans votre niveau 2 d'aromathérapie. Donc, tout ceci étant dit, eh bien, du coup, on va passer en revue les différentes familles chimiques. Alors, vous voyez, je ne vous ai même pas remis les molécules, hein, à quoi elles ressemblent, parce que voilà, ce n'était pas l'objet. Donc, on a une première famille importante au niveau des huiles essentielles, c'est la famille des terpènes. Ce sont les molécules les plus répandues dans les huiles essentielles. Ce sont des composés qui contiennent exclusivement des carbones et des hydrogènes, qui peuvent être saturés ou pas. Hein, donc, ça veut dire qu'elles peuvent contenir des doubles liaisons, qu'elles peuvent être linéaires. Il y en a qui peuvent être aussi cycliques. On les reconnaît, ces terpènes, parce que dans leur nom, vous allez avoir un suffixe en N. Donc, vous allez le voir, hein, là, si je vous parle de la classe des monoterpènes, vous allez retrouver le limonène. Donc, voilà, ça se finit en N. On est sur un terpène. Alpha-pinène, paracylène, voilà, toutes ces molécules. La majorité de ces terpènes sont des molécules positivantes, donc elles vont avoir du coup un effet plutôt stimulant général de l'organisme. Et parmi ces terpènes, on va distinguer 3 sous-groupes en fonction de la taille du squelette carboné. Donc, vous allez avoir les monoterpènes en C10, les sesquiterpènes en C15, les diterpènes en C20. Et après, il y a aussi les triterpènes, mais c'est vraiment beaucoup plus aléatoire dans les huiles essentielles, parce que du coup, ce sont des molécules très lourdes et elles vont être plus ou moins entraînées lors de la distillation selon les critères, du distillateur en fait. Hein. Est-ce qu'il va pousser aussi loin sa distillation ou pas? Ça, ce sera vraiment fonction du distillateur. Au niveau des sources végétales pour ces terpènes, on est sur des conifères, on est sur des citrus, on est sur des myrtacées. Ce sont des molécules qui ne cristallisent pas d'une façon générale, mais qui peuvent être sensibles à la polymérisation. Donc, du coup, c'est des huiles essentielles qu'on va, comme toutes, hein, j'allais dire qu'on va protéger de la chaleur, de la lumière, de l'air, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on impose à toutes les huiles essentielles. Il y en a qui sont plus ou moins stables que d'autres, mais voilà, dans tous les cas, c'est la façon dont on va avoir de conserver ces huiles essentielles. Donc, ces monoterpènes, donc voilà, des toniques, des stimulants généraux qui vont plutôt être antiseptiques atmosphériques, cortisone-like. Alors là, c'est pareil, je vais vraiment passer en revue toutes les familles biochimiques, mais vous allez voir, à la fin, je vous ai fait préparer des mémos et c'est vraiment là-dessus qu'il faut impérativement vous concentrer. Ce sont des molécules qui vont être cortisone-like, décongestionnants respiratoires, stimulants digestifs, qui vont être des expectorants basalmiques. Donc, ça veut dire qu'elles vont augmenter l'expulsion du mucus et ça va permettre un adoucissement des voies respiratoires. Ce sont des antalgiques pour les douleurs ostéo-articulaires.
Donc, on va pouvoir les utiliser par voie cutanée, par voie orale, par voie respiratoire. Pures, elles vont être dermocaustiques pour la peau et les muqueuses. Elles vont être irritantes par voie cutanée, photosensibilisantes, parfois allergisantes. Elles vont avoir une assez bonne tolérance orale. Certaines huiles essentielles vont être néphrotoxiques, comme le genévrier commun ou la térébenthine à forte dose. On parle vraiment à des doses qui ne sont pas des doses physiologiques. Par voie atmosphérique, il n'y a pas de précaution particulière aux doses physiologiques. Au niveau des précautions d'emploi, ce sont des huiles qu'il faudra diluer à 30% dans une huile végétale et ne pas utiliser de façon prolongée. Éviter d'utiliser en cas d'insuffisance rénale chez les personnes allergiques. Et je dirais que là, pour le coup, là, vous avez le comportement des monoterpènes si les huiles essentielles étaient constituées que de ces composés-là. Mais ensuite, il vous faut vous référer à la carte d'identité des huiles essentielles. Et là, par voie cutanée, je vous dis que la famille, en général, c'est à diluer à 30% dans une huile végétale. Si la carte d'identité d'une huile essentielle qui contiendrait des monoterpènes vous indique que la dilution, c'est 18%, eh bien, c'est la carte d'identité qui fait foi et qui prime sur la famille. Donc, quelle huile essentielle contient des terpènes? Vous allez avoir des monoterpènes dans le citron, dans la mandarine, dans l'orage douce, dans la bergamote, le pin sylvestre, le sapin baumier, le pin maritime, le genévrier commun, l'épinette noire, la sarriette des montagnes, le thym vulgaire, la paracimène, la jovane. Voilà, toutes ces huiles essentielles, vous allez retrouver des monoterpènes. On passe ensuite à la famille des sesquiterpènes. Bien sûr, cette classroom est en replay, vous pourrez bien sûr faire des pauses, revenir sur les tableaux et poser vos questions si vous avez des questions, bien évidemment. Donc, les sesquiterpènes, donc là, on est sur des molécules en C15. Ça va être des curcumènes, des chamazulènes, des cariophyllènes, des molécules comme ça. Donc, on retrouve toujours ce suffixe en N qui est caractéristique des terpènes. Donc, on est sur des anti-inflammatoires, des anti-allergiques comme le chamazylène qu'on va retrouver dans la Tanésienne annuelle notamment. On est sur des molécules calmantes, relaxantes, décongestionnantes veineuses et lymphatiques, légèrement hypotensives, antipyrugineux. On a toujours une bonne tolérance cutanée. La voie orale, elle est assez peu utilisée, sauf pour certaines huiles essentielles comme poivre nard, camomille noble. La tolérance est assez bonne aux doses physiologiques. Pareil, la voie atmosphérique, c'est une voie qui est assez utilisée. Donc, ça a évité chez les femmes enceintes, les enfants de moins de 7 ans, parce qu'il peut y avoir une perturbation possible du système endocrinien. Donc, les huiles essentielles qui vont contenir des sesquiterpènes, vous allez avoir la tanésie annuelle, la camomille allemande, la chimie millefeuille, le sapin baumier, l'ylang-ylang, le gingembre, le cyprès toujours vert. Donc ça, ce sont des huiles essentielles qui vont contenir des sesquiterpènes. On a ensuite une grosse famille qui est la famille des phénols. Donc les phénols, ce sont les deuxièmes molécules les plus abondantes après les terpènes. On va avoir du coup un groupement hydroxyle qui est un groupement OH, donc un oxygène et un hydrogène qui vont être liés à un cycle aromatique. Donc ce cycle aromatique, c'est ce qu'on appelle le phénol, ou à une molécule linéaire ou cyclique dans le cas des terpénols. Comment est-ce qu'on les reconnaît quand on va lire les chémotypes sur un flacon d'huile essentielle? Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant à retenir. C'est que ces phénols et ces terpénols vont avoir un nom avec un suffixe en ol. La majorité de ceux-ci sont des molécules positivantes, donc elles vont avoir plutôt un effet tonique. Et en fonction des huiles essentielles, du coup, vous allez avoir plusieurs types de propriétés. Donc, parmi les phénols, vous allez retrouver des noms comme le thymol, le carvacrol, le guaiacol, le génol. Donc, ce sont des anti-infectieux puissants, extrêmement puissants, fortement antibactériens, large spectre d'activité. Quand vous regardez les huiles essentielles qui en contiennent, vous allez avoir la sarriette des montagnes, la cannelle de Ceylan, l'origan compact. Ce sont toutes des huiles essentielles qu'on va souvent utiliser pour tout le système digestif quand il y a des choses à remettre à plat. Les phénols vont être des molécules qui vont être virucides, fongicides, antiparasitaires. Elles vont avoir un côté immunostimulant. Elles vont être hyperthermisantes, donc elles vont relancer finalement la chaudière de l'organisme. Elles vont réchauffer l'organisme. Elles vont être plutôt hypertensives, toniques et stimulantes générales.
ce sont des antioxydants très puissants, elles vont être antispasmodiques. Donc, par voie cutanée, elles sont dermocaustiques, irritantes pour la peau. Donc, il faut toujours préférer une huile essentielle qui ne présenterait pas cette agressivité pour la peau si on le peut. Par voie orale, c'est pareil. Elles vont être irritantes pour les muqueuses, mais pas aux doses physiologiques. Donc, il faut impérativement les respecter. Sur le marché, ce sont des huiles essentielles que vous allez aussi trouver sous forme d'oléocapsules, justement parce qu'elles sont irritantes pour les muqueuses. Donc, pour vos consultants, vous pouvez très bien aller proposer des oléocapsules justement pour limiter ce risque. Ce sont des molécules qui ne sont pas adaptées à la voie atmosphérique. Donc, elles vont être hépatotoxiques à haute dose et en cas d'utilisation prolongée. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours conseiller une huile essentielle hépatoprotectrice en complément. Et parmi les phénols, vous avez une gradation finalement dans la toxicité. Le carvacrol, qui est contenu dans le thym, la sarriate, l'origan, c'est le plus toxique des phénols. Le thymol est un peu moins toxique, et le génol, c'est le moins toxique. Donc, par voie cutanée, c'est possible. Voie orale, ça va être la voie préférée, mais en respectant impérativement les dosages. Et la voie respiratoire n'est pas adaptée pour ces molécules. Donc, voie cutanée, on va diluer toujours à minimum 5% dans une huile végétale. Ce sont des molécules en général qui ne vont pas être utilisables pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 8 ans, chez les personnes diabétiques ou hypertendues. Et généralement, ce sont des huiles essentielles qu'on va utiliser sur des courtes périodes, 5 jours maximum, et faire impérativement des pauses. Donc, au niveau des huiles essentielles qui en contiennent, vous allez avoir la cannelle de Ceylan, la sarriette des montagnes, l'origan compact, le thym thymol, le thym carvacrol. Donc là, vous voyez, vous avez le chémotype. Dans le nom de l'huile essentielle, le chémotype est indiqué. Thym thymol, thym carvacrol. Le giroflier, le basilic exotique, la jovane, par exemple, qui en contient aussi. Donc ça, c'est pour les phénols. Vous allez ensuite avoir les monoterpénols. Donc les monoterpénols vont être un peu plus faciles à utiliser que les phénols, puisqu'ils sont moins puissants. Donc, toujours un suffixant ol au niveau du chémotype pour reconnaître les molécules. Donc, les monoterpénols principaux que vous allez retrouver, ça va être le linalol, le géraniol, le citronellol, l'alpha-terpinol, le menthol, le tujanol. Vous voyez, tu as un linalol, tu as un tujanol, ce sont des chémotypes que l'on retrouve et que vous voyez sur les flacons. Donc, au niveau des propriétés, ce sont toujours des anti-infectieux à large spectre, des immunostimulants, certains sont immunomodulants, ils vont toujours être hyperthermisants, donc relancer la chaudière du corps, plutôt hypertensifs, ça va être plutôt des toniques et des rééquilibrants nerveux. Ils sont moins puissants que les phénols, donc plus faciles à utiliser. Par voie cutanée, ils ont une bonne tolérance sur la peau et les muqueuses aux doses physiologiques. Il y a une bonne tolérance par voie orale, pareil, aux doses physiologiques. Et la voie atmosphérique, ce n'est pas la meilleure voie, mais c'est une voie qui est possible pour vos consultants. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les monoterpénols sont beaucoup plus souples d'emploi que les phénols et vont être beaucoup plus adaptés, notamment pour les enfants. Avec un petit bémol pour le menthol, que vous allez retrouver dans la menthe poivrée notamment, qui peut occasionner des spasmes respiratoires chez l'enfant et une asphyxie mortelle. C'est pour ça qu'il est interdit d'utiliser des huiles essentielles qui contiennent du menthol comme la menthe poivrée chez les enfants de moins de 6 ans. Et on ne va pas non plus les utiliser chez la femme enceinte. Donc, ces monoterpénols, vous allez les retrouver dans le bois de rose, dans le niaouli, dans le palmarosa, la citronnelle, le géranium rosa, le bois de haut, le thym à linalol, la marjolaine coquille, le ravinsara, l'eucalyptus radié, la menthe poivrée, la menthe des champs, le titri, le néroli, la lavande vraie. Ça, ce sont des molécules dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver ces composés. Toujours dans la famille des phénols et des terpénols, vous allez avoir les sesquiterpénols. Donc, les sesquiterpénols, ça va être toujours des molécules qui se terminent en ol. Et ça va être les principaux sesquiterpénols. Vous allez retrouver l'alpha-bisabolol, le farnésol, le nérolidol, le cédrol, le patchoulol, le globulol. Là, vous allez retrouver, ça doit normalement vous faire penser à certaines huiles essentielles. Le carotol, etc. Donc, ça va être des toniques, des stimulants généraux, des protecteurs cellulaires. Vous allez avoir des décongestionnants, des régénérants veineux et lymphatiques.
Ce sont des huiles essentielles qui vont avoir une action de terrain sur la personne. Certains vont être hormone-like, oestrogène-like. Elles vont être utilisées par voie cutanée. Il y a une bonne tolérance sur la peau et sur la muqueuse aux doses physiologiques. Par voie orale, pareil, une bonne tolérance aux doses physiologiques. Et par voie atmosphérique, c'est pareil, une bonne possibilité d'utilisation. Attention avec certains sesquiterpénols, justement avec des troubles hormonodépendants, notamment certains cancers, qui pourraient du coup ne pas être compatibles avec l'utilisation de certaines huiles essentielles qui en contraignendraient, comme la sauge officinale ou le niaouli. Donc attention dans ces cas-là de cancer hormonodépendant, puisque certains sesquiterpénols ont une action hormone-like et notamment œstrogène-like. Vous allez ensuite retrouver les diterpénols, donc comme le sclaréol, le salviol, qui eux vont être œstrogène-like, sont des régulateurs hormonaux avec une bonne tolérance cutanée, orale et respiratoire aux doses physiologiques. Pareil, attention cancer hormonodépendant avec la sauge clarée. Donc, au niveau des huiles essentielles qui contiennent des sesquiterpénols, vous allez retrouver le néroli, la camomille noble, le niaouli, la camomille allemande, le patchouli, le cyprès de Provence, le lélon de Groenland, la verveine citronnée. Et au niveau des huiles essentielles qui contiennent des diterpénols, vous allez retrouver la sauge sclarée. Une autre famille biochimique, vous allez retrouver les aldéhydes. Donc, les aldéhydes, comment est-ce qu'on les reconnaît quand on a son petit flacon d'huile essentielle? Les aldéhydes, ils ont un nom avec un suffixe en al. Vous le voyez, hein, citronellal, géranial, néral. Tout ça, tous ces mots-là qui finissent en al, ce sont des molécules chimiques de la famille des aldéhydes. Donc, vous allez retrouver des aldéhydes terpéniques, des aldéhydes aromatiques. Donc, les aldéhydes diterpéniques, vous allez avoir des molécules type citronellal, géranial, néral, avec des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, sédatifs, calmantes du système nerveux. Ça va aussi être des toniques antidépresseurs, dans le sens où ça va redonner le goût de vivre. Ça ne va pas assommer les personnes. Ça va être des molécules hypothermisantes, cette fois-ci hypotensives. Donc, pour faire baisser la température du corps. Ça va être des antiseptiques des voies respiratoires, des vasodilatateurs, des propriétés antiradicalaires, des stimulants des fonctions digestives et hépatiques. Ce sont des molécules qui vont être utilisées par voie cutanée, voie cutanée, voie respiratoire et par voie orale dans une moindre mesure. Par voie cutanée, elles vont être irritantes pour la peau et les muqueuses. Elles vont parfois être dermocaustiques ou photosensibilisantes. Par voie orale, elles vont être irritantes pour les muqueuses, donc un support est obligatoire pour éliminer cette action. Pensez aussi aux capsules. Par voie atmosphérique, elles sont assez sûres d'emploi, mais certains aldéhydes terpéniques sont déclencheurs de trous et lacrymogènes, donc attention, regardez bien les cartes d'identité de vos huiles essentielles. Donc, des huiles essentielles qui contiennent des aldéhydes diterpéniques, vous avez la mélisse officinale, vous avez la verveine citronnée, citronnelle de Java, eucalyptus citronné, lycée citronné, le géranium rosa. Ces huiles essentielles contiennent des aldéhydes diterpéniques. Vous avez aussi les aldéhydes aromatiques. Donc, eux, ce sont des anti-infectieux très puissants qui sont à large spectre, qui vont être tonifiants du système nerveux sympathique, immunomodulants, antioxydants. Donc, pareil, on va retrouver… alors, eux, c'est un peu plus simple parce que ils s'appellent carrément ide à la fin. Le suffixe est carrément ide. Donc, vous savez que c'est un aldéhyde. Vous avez cinamaldéhyde, benzaldéhyde, azaronaldéhyde, cuminaldéhyde. Donc là, vous avez vraiment… c'est quasiment écrit, la famille biochimique est quasiment écrite. Donc, vous allez pouvoir les utiliser par voie cutanée. Attention, ils sont très dermocaustiques et irritants pour la peau et les muqueuses de façon générale. Les allergies sont possibles. Par voie orale, ils vont être irritants pour les muqueuses. Donc, encore une fois, l'utilisation d'un support est obligatoire. Et ils ne sont pas vraiment adaptés à la voie atmosphérique. Donc, ce n'est pas une voie que vous allez utiliser. Donc, par voie cutanée, vous allez pouvoir les utiliser pour des cas très précis,
pour profiter finalement de leurs propriétés dermocaustiques. Vous allez les utiliser pour des verrues, pour des molluscomes, pour des choses pour lesquelles vous avez besoin de cette action dermocaustique. Mais sinon, ce n'est pas une voie qui est vraiment intéressante pour tous les autres cas. Et la voie orale, c'est vraiment dans le respect des dosages. Donc, par voie cutanée, on va la diluer à 3% dans une huile végétale, sauf dans les cas d'action très, très locale et où on souhaite justement utiliser ces propriétés dermocaustiques, comme le cas de verrues ou de molluscomes. Ce sont des molécules qu'on n'utilisera pas chez la femme enceinte, chez l'enfant de moins de 8 ans et qui vont être hépatotoxiques en usage prolongé. Donc, ça va concerner des huiles essentielles comme la cannelle de Ceylan, la cannelle de Chine, la cannelle du Vietnam ou le niaouli, ces aldéhydes aromatiques. Vous avez ensuite la famille des acides. Donc, les acides, comment est-ce qu'on les reconnaît? Les acides, on va les reconnaître parce que le suffixe du nom va être en ic. Et aussi parfois, très souvent, vous allez avoir acide quelque chose ic. Donc, au niveau des acides, vous avez par exemple l'acide myristique, l'acide campholénique, l'acide bêta-géranique, l'acide benzoïque, l'acide salicylique. Et ils sont souvent présents à l'état de trace, donc ça veut dire que c'est eux que vous allez retrouver en fin de bulletin d'analyse de chromatogramme, mais par contre, ils sont très actifs. Donc, vous n'allez pas les retrouver dans le chémotype, mais, sauf vraiment quand ils sont à très forte concentration, mais ils ont vraiment un intérêt au niveau de l'action pour les huiles essentielles. Donc, ce sont des anti-inflammatoires très puissants, ce sont des antalgiques, ce sont des hypotenseurs, des hypothermisants. Par voie cutanée, par voie orale et par voie atmosphérique, ils vont être utilisables et il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Il faudra simplement faire attention, notamment avec la Gaultérier, pour toutes les personnes qui sont allergiques à l'aspirine et du coup à l'acide salicylique, que contient la Gaultérier par exemple. Et des huiles essentielles qui contiennent des acides, vous avez par exemple la muscade, le clou de girofle, la Gaultérier avec l'acide salicylique, le genévrier, le bois de santal. Donc, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir utiliser pour tout ce qui est douleur articulaire, courbature, déchirement musculaire. C'est vraiment extrêmement intéressant, toute cette famille. Mais voilà, elles sont souvent à l'état de trace, mais extrêmement actives en termes de propriété. Une autre famille, la famille des esters. Donc, les esters, on les reconnaît parce qu'ils ont… Alors, c'est souvent un nom, un premier mot, hâte, de quelque chose qui se finit en « il ». Donc, vous avez un suffixe en « il » et souvent, il y a, voilà, c'est en plusieurs mots. Donc, les esters, vous avez l'acétate de linalyle, l'acétate de bornyle, l'acétate de benzyle, l'acétate d'eugényle, l'acétate de menthyle, l'acétate de floryl et le salicylate de méthyle. L'acétate de linalyle, c'est l'ester le plus répandu dans les huiles essentielles. Donc, ces esters aussi sont intéressants pour leurs propriétés antispasmodiques, neurotoniques, rééquilibrant nerveux, apaisants, anti-inflammatoires ou antalgiques. Par voie cutanée, il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. La voie orale, ce n'est pas la meilleure voie, mais c'est une voie possible et il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Et la voie atmosphérique, c'est pareil. Ce n'est pas la meilleure voie, mais il n'y a pas de souci aux doses physiologiques du consultant. Là, on va vraiment être plutôt sur de la voie cutanée. Au niveau des molécules, vous avez le formiate qui va être, lui, tachycardisant à dose élevée et les acétates qui vont être épileptisants à dose élevée. Ce sont des huiles essentielles, quand elles en contiennent beaucoup, qui ne sont pas à utiliser en usage prolongé ou répétitif parce que du coup, il y a des possibilités d'intolérance cutanée. Et même souci avec l'acide salicylique, le salicylate de méthyle, c'est l'ester, c'est un des esters qui découle de l'acide. Donc, dans la Gaultérier, ce ne sera absolument pas utilisé chez les personnes allergiques à l'aspirine. Donc, les huiles essentielles qui contiennent des esters, vous allez avoir le géranium rosa, la lavande vraie, l'héliclys italienne, le petit grain bigarade, l'ylang-ylang, le laurier noble, le giroflier, la camomille noble, la menthe poivrée et la Gaultérier couchée, par exemple. Une autre famille, les éthers. Donc là, on a un nom avec un suffixe en ol ou carrément le nom phénol. Donc, vous avez une classe importante, c'est les
phénolméthyléther, pardon, pas ester, mais phénolméthyléther. Les principaux phénolméthyléther, ça va être le méthylchavicol, l'anétol. Donc là, je vous parlais des positions des molécules dans l'espace. Donc là, vous avez l'anétol qui peut prendre une position cis et une position trans. Donc, cis, il y a certains groupements qui sont du même côté. Trans, c'est de part et d'autre. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, je pourrais vous montrer dans l'espace à quoi ça ressemble. Mais voilà, il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est vraiment par curiosité pure. Le méthylogénol, le bêta-azarone, etc. Donc, quelques propriétés. Donc, ça va être des antispasmodiques majeurs, des rééquilibrants nerveux, des antalgiques, des tonifiants, à l'inverse des esters qui vont être apaisants à faible dose. Donc, à faible dose, ils vont être tonifiants et à plus forte dose, ils vont être calmants. Ils vont être anti-allergiques, antibactériens, antiviraux ou galactogènes comme l'anétol. Alors, par voie cutanée, il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Voie orale, pas de souci non plus, mais attention, certaines sont hépatotoxiques. Et par voie atmosphérique, elles vont pas, ce n'est pas une voie qui va être adaptée pour les phénolméthyléthers. Donc, au niveau de certaines mises en avant des molécules, vous avez le 6-anétol, qui a une toxicité nerveuse redoutable au-delà de 6 gouttes. Donc, attention, compliqué à manier. Le transanétol, lui, qui est toxique uniquement pour des doses abusives. Alors, la différence entre le 6-anétol et le transanétol, c'est juste la façon dont les carbones, les hydrogènes, les oxygènes vont s'organiser dans l'espace. La molécule chimique, si on l'écrit sur le papier, c'est exactement la même. Par contre, dans l'espace, ce sont deux molécules qui ont deux formes différentes et du coup, elles ont des activités différentes. Donc, le transanétol, lui, il est œstrogène-like, donc il peut être utilisé pour faciliter l'accouchement ou la lactation. Donc, c'est le transanétol que vous allez retrouver notamment dans l'huile essentielle de badiane, l'anis vert ou le fenouil. La bêta-azarone, elle est cancérigène, elle est toxique nerveuse, elle est abortive et elle est considérée comme stupéfiant. On va la retrouver dans l'huile essentielle d'assorvray. Donc, au niveau des voies d'administration, ça va être préférentiellement la voie cutanée. La voie orale est possible, mais en respectant impérativement les dosages. Et c'est non pour la voie respiratoire. Au niveau de la voie cutanée, il sera conseillé de la diluer à 20% dans une huile végétale. Et ce sont généralement des familles qui sont contre-indiquées chez les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 10 ans. Ah, je vais trop vite, je suis désolée. Je vois que je vais un peu vite. Je vais essayer de ralentir. Alors, ces éthers, notamment les phénolméthyléthers, on va les retrouver dans des huiles essentielles comme l'estragon, le basilic exotique, la térébenthine, le fenouil doux, l'anis étoilé, la citronnelle et le ravensaré anisé. Là, j'ai voulu vous faire un petit focus par rapport à des questions que j'ai soit par mail, soit sur le forum. Et du coup, ça me permet de vraiment bien illustrer la différence qu'il y a entre le comportement de la famille biochimique et la réalité de l'huile essentielle qui en contient, mais qui ne contient pas que ça. Notamment le fenouil doux. L'huile essentielle de fenouil doux, elle est dans la famille des éthers. Donc, cette famille, on est complètement d'accord qu'elle est globalement interdite aux femmes enceintes ou allaitantes. Par contre, le transanétol, lui, qui est beaucoup moins toxique que la forme 6, dont je vous ai parlé juste avant, qui est présente dans le fenouil, elle est toxique que si les doses sont abusives. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser en post-accouchement pour favoriser la lactation chez la jeune maman, sur avis médical, parce qu'on n'est pas professionnel de santé en tant que conseiller en aromathérapie, mais c'est pour ça que c'est une huile essentielle qui est listée partout comme facilitant la lactation. Parce que sur accord médical, là, c'est nous qui nous couvrons en tant que professionnels et conseillers en aromathérapie. Sur avis médical, c'est une huile essentielle qui va pouvoir être conseillée à la jeune maman. Mais on est bien d'accord que la famille des phénolméthyléthers, elle est globalement interdite aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Mais quelque part, eh bien, le fenouil doux qui contient du transanétol ne contient pas que ça. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y a des synergies qui vont se faire avec d'autres composants chimiques de cette huile essentielle qui vont faire que du coup, eh bien, l'utilisation du fenouil doux va être possible sans danger aux doses physiologiques adaptées pour une femme en post-accouchement pour favoriser la lactation sur avis médical. Donc ça, c'est vraiment l'illustration de cette nuance et de ce recul que j'aimerais que vraiment vous ayez
sur ces familles biochimiques et sur le cas particulier des huiles essentielles qui ne contiennent pas que cette molécule-là. Et vraiment, voilà, il y a le comportement global de la famille et puis quelque part les cas particuliers qui sont dus au totum de l'huile essentielle. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur cette distinction et sur ce recul qu'il faut avoir. Donc, ça, c'est pour les phénols méthyléthers. Dans la famille des éthers, on a aussi les hétéroxydes. Donc, les hétéroxydes, on va les retrouver sous les noms de safrole, de myristicine, d'apiole. Donc, au niveau de leurs propriétés, ça va être des antispasmodiques, des antalgiques, des douleurs ostéo-articulaires. Ils vont être tonifiants à dose physiologique et stupéfiants à dose élevée. C'est comme pour tout, il y a toujours une notion de dose. Quelque chose peut être totalement innocent à dose physiologique et devenir du poison à forte dose. Mais c'est pareil, je dirais, même dans l'alimentaire. Si vous utilisez un piment de Cayenne à dose d'usage dans un plat, ça va très bien. Si vous en mettez trop, voilà, ça peut mener à de la tachycardie et à des gros soucis pour les gens qui mangeraient une soupe au piment de Cayenne trop dosée. Donc, au niveau de la tolérance par voie cutanée, il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Ce n'est pas adapté par voie orale. Par voie atmosphérique, c'est pareil, il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Donc, j'en mets deux en avant. La myristicine, qui à dose trop élevée, est une substance dopante, hallucinatoire, abortive, convulsivante, hépato- et néphrotoxique. Vous allez la retrouver dans la noix de muscade. Et l'apiole, qui à dose trop élevée, va être aussi neurotoxique, abortive, hépato- et néphrotoxique. Et vous allez le retrouver dans le persiplat. Donc, toutes les huiles essentielles qui contiennent la myristicine ou de l'apiole sont interdites chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 7 ans. Et du coup, au niveau des voies d'administration, donc vous allez avoir la voie cutanée possible, la voie respiratoire et la voie orale, non. Donc, ça va être des huiles essentielles comme la noix de muscade, le sassafras du Brésil, le persil frisé et la christemarine. Donc là, vous êtes sur la famille des éthers. Une autre famille importante parce que c'est une famille de molécules très actives. Donc, la famille des cétones. Donc, ce sont des molécules très actives et dont les effets vont s'inverser en fonction de la dose. Elles vont être, on va les retrouver et vous allez pouvoir les reconnaître sur les packaging parce que leur nom finit en -on, les cétones. Donc, ça va être des noms comme acétone, italiodone, tagetone, mantone, kryptone, piperitone, carvone, fanchone, tujone, bornéone, verbénone, germacrome. Voilà, ce sont ces noms-là qui vous font penser que ce sont des cétones. Donc, au niveau de leurs propriétés, elles ont un pouvoir cicatrisant et régénérant du tissu cutané et des muqueuses. Elles vont être mucolytiques et fluidifiantes, donc de l'appareil respiratoire, de l'appareil génital féminin. Elles vont être lipolytiques, cholagogues, cholérétiques, antiparasitaires. Elles vont aider à résorber les hématomes. Elles vont être stimulantes générales nerveux, donc sur l'activité cérébrale, l'activité physique à faible dose. Elles vont être calmantes, sédatives à faible dose et stupéfiantes. Et elles vont passer stupéfiantes à forte dose. Au niveau de la toxicité et de la tolérance, donc, la voie cutanée, c'est la voie qui minore le plus le risque de neurotoxicité, puisque les cétones vont avoir tendance à être retenues dans les graisses sous-cutanées. On va éviter, par contre, tout ce qui est colonne vertébrale, tête, tout ce qui est proche de ces lieux d'application-là. La voie orale, elle est fortement déconseillée avec les molécules qui contiennent des cétones au global. Elle va être possible pour l'eucalyptus menthonné, le romarin verbenone ou la menthe poivrée, qui sont assez sûrs aux doses physiologiques, mais pour toutes les autres, on oublie. La voie atmosphérique, c'est une voie qui n'est pas adaptée. Donc, je vous le disais, ce sont des huiles qui, en fonction de la dose, vont devenir toxiques. Donc, au-delà des doses physiologiques, les huiles essentielles, elles vont devenir épilectivantes, abortives, neurotoxiques, stupéfiantes. C'est une famille qui est au global très délicate à manipuler. Vous avez l'acétone de la menthe pouilleau qui est la pulégone qui va être hépatotoxique, la thuone que vous allez retrouver dans la Tanésie vulgaire par exemple qui est abortive, la carvone qui est mutagène chez l'animal, on va la retrouver dans la menthe verte ou le carvi, le pinocamphone qui est neurotoxique, convulsivante, on la retrouve chez l'hysope,
Donc, au niveau des voies d'administration, la voie respiratoire, c'est non. La voie orale, c'est vraiment dans le respect des dosages. Et sinon, c'est de la voie cutanée. Au niveau des précautions d'emploi, on ne dépassera pas 3 gouttes par jour d'huile essentielle qui contiennent un pourcentage élevé de cétone. Il y a un risque de surdosage. Hein. Donc ça, on est chez l'adulte. Et pour certaines huiles essentielles bien identifiées, on ne dépassera pas plus de 9 gouttes par jour pour menthe poivrée, menthe des champs, menthe verte, lavande stockade, romarin à camphre, romarin verbenone. Et on ne met jamais plus de 30% de molécules cétoniques dans un mélange d'huile essentielle. Voilà, ce sont vraiment des huiles à manipuler avec une extrême précaution. Elles sont au global interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, chez les enfants de moins de 10 ans, parfois chez les personnes âgées. Et je vous conseillerais, dans la plupart des cas, de trouver votre bonheur dans une famille biochimique beaucoup plus facile à manipuler que celle-ci. Hein. Ce sont vraiment les substances les plus délicates. Hein. Donc, normalement, il y aura toujours moyen de trouver quelque chose de plus facile que dans cette famille. Donc, les huiles essentielles qui contiennent des cétones, vous allez avoir le sapin blanc, l'hélicryse italienne, l'eucalyptus mentholé, la menthe pouillot, la menthe verte, le carvi, la lavande stockade, le romarin à camphre, l'hysope officinale, l'eucalyptus globuleux, la sauge officinale, la menthe poivrée. Alors attention, hein, c'est pas parce que je vous dis que c'est une famille difficile à manipuler que vous n'allez pas utiliser de l'hélicryse italienne sur des bleus, sur des choses comme ça. Il faut simplement avoir conscience de ça, conscience des risques associés à cette famille. Pareil, la menthe poivrée, vous allez l'utiliser dans des migraines, dans des soucis digestifs, mais aux bonnes doses et la bonne durée. Une autre famille, la famille des oxydes terpéniques. Donc, ce sont des molécules assez courantes avec 2 molécules principales, le 1,8-cinéol et l'ascaridiol. Donc, ce sont des molécules qui vont être expectorantes, mucolytiques, décongestionnantes respiratoires. Ça va être des techniques circulatoires, des activateurs métaboliques. Elles vont avoir des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, immunomodulantes. Donc, je vous ai séparé en 2 parties. Hein. Pour le 1,8-cinéol, la voie cutanée est tout indiquée. Il y a peu de réactions d'hypersensibilité. La voie orale, elle n'est pas adaptée au global, mais c'est possible selon certaines huiles essentielles. Ce sont par voie atmosphérique, elles peuvent être irritantes et elles peuvent provoquer un assèchement des muqueuses. Donc ça, c'est pour les huiles essentielles avec du 1,8-cinéol. Au niveau de l'ascaridol, elles vont être hépatotoxiques et neurotoxiques. Donc la voie cutanée n'est pas adaptée, la voie atmosphérique non plus. La voie orale, c'est la voie privilégiée, mais vraiment avec prudence parce que la molécule peut être neurotoxique. Donc à juger au cas par cas en fonction des huiles essentielles. Donc le 1,8-cinéol, préférentiellement voie cutanée, voie atmosphérique et moins la voie orale. L'ascaridol, c'est non pour la voie cutanée, non pour la voie respiratoire et la voie orale est possible en respectant des dosages. Le 1,8-cinéol, c'est une molécule qui va être interdite chez les personnes asthmatiques, chez les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Et les huiles essentielles avec l'ascaridol, elles, ça va être chez les enfants de moins de 7 ans et chez le nourrisson. Donc, les huiles essentielles qui vont contenir de l'ascaridol, ça va être le kénopode ou le boldo. Et le 1,8-cinéol, ça va être l'eucalyptus globulus, le naouli, le ravinsara, l'eucalyptus radié, le laurier noble, le cacheput, le romarin à cinéole, le sarro, la cardamome, fragonia, lavande aspic, myrte vert. Tout ça, ce sont des huiles essentielles dans lesquelles vous allez retrouver des oxydes terpéniques. Encore une autre famille, les lactones. Donc, les lactones, en fait, ce sont quelque part des esters intramoléculaires qui ne sont pas aromatiques et on va les trouver à l'état de traces dans les huiles essentielles. La famille la plus importante parmi les lactones, c'est la famille des lactones sesquiterpéniques. En général, soit ça se finit en on, soit il y a le mot lactone qui est évoqué. Bon, là, il y a deux contre-exemples, hein, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Hein. Il y a l'alentolactone, l'artémisine, la parthénolide, qui sont des lactones. Donc, vous allez avoir des propriétés mucolytiques et expectorantes. Vous allez avoir des propriétés cholagogues, cholérétiques. Ce sont des huiles essentielles qui vont être hépatostimulantes, foie vésicule biliaire, vont être antiparasitaires, hypothermisantes, anticoagulantes, donc qui vont avoir pour effet de fluidifier le sang. Elles vont être immunostimulantes, anti-infectieuses, antispasmodiques.
La voie cutanée, ça va être la voie privilégiée, même si les molécules sont extrêmement allergisantes, mais elles sont en très faible quantité dans les huiles essentielles. Du coup, ça rend cette voie d'utilisation possible. La voie orale aussi est possible, mais elles sont neurotoxiques à partir de certaines doses, donc attention. Et la voie atmosphérique, elle est possible, il n'y a pas de souci aux doses physiologiques. Donc, à partir d'un certain seuil, ce sont des molécules qui vont devenir neurotoxiques, agressives pour la peau, les muqueuses et qui vont avoir aussi certains risques d'allergie. Donc, les voies d'administration, principalement la voie cutanée, ensuite la voie atmosphérique et pour finir, la voie orale. Du coup, ce sont des huiles essentielles qui vont être interdites pour la plupart chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 10 ans. Et les huiles essentielles avec des lactones, elles vont être aussi interdites chez des personnes âgées avec une fragilité du système nerveux. Donc, ça va être le cas pour des huiles essentielles comme le laurier noble, l'inule odorante ou la chilée millefeuille qui contiennent des lactones. Une autre famille, la famille des coumarines. Donc là, ce sont des esters intramoléculaires aromatiques qui vont être présents principalement dans les essences, donc dans les citrus, la famille des citrus qui sont obtenus par expression à froid. C'est pareil, les coumarines, en général, elles sont présentes en faible quantité dans les huiles essentielles, mais elles sont d'une activité puissante. Les principales coumarines que vous allez retrouver, c'est la 1,2-benzopyrène, la bergaptène, la visnadine, l'herniarine, la linétine, l'umbelliprine. Donc, elles vont avoir des propriétés anticoagulantes, des propriétés sur le système nerveux. Ça va être des hypothermisantes ou des hypotenseurs, des hépatostimulants. Au niveau de la toxicité à l'état de tolérance, c'est vraiment du cas par cas parce qu'elles sont vraiment à l'état de trace dans les huiles essentielles et c'est impossible d'établir un profil pour la famille. Pareil pour les voies d'administration, c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'il faut retenir, c'est avec les coumarines, c'est la précaution d'emploi par voie cutanée. Ce sont des molécules photosensibilisantes, donc à ne pas utiliser avant une exposition au soleil. Donc, on va privilégier le soir, une application le soir et ne pas exposer la zone au soleil pendant 8 heures. Ce sont des huiles essentielles en général qui vont être interdites chez la femme enceinte ou allaitante et chez les personnes hémophiles parce que des lésions membranaires sont possibles à forte dose. Donc, des huiles essentielles qui contiennent des coumarines, ça va par exemple être la cannelle de Ceylan, écorce, la cannelle de Chine, feuille, la bergamote avec le zeste, le kéla, la camomille allemande, l'estragon, le citronnier avec le zeste, la bergamote avec... je vous ai mis 2 fois la bergamote avec le zeste. L'angélique, la lavande vraie, la mélisse officinale. Donc, tout ça, ce sont des molécules qui vont contenir des coumarines. Autre famille, les phtalides. Donc, ce sont des molécules qui vont avoir une odeur puissante, caractéristique, souvent désagréable. Les principaux phtalides que vous allez retrouver, ça va être le ligustilide, le sédanolide, 3N-butylphthalide, etc. Ce sont des détoxifiants majeurs, des draineurs des émonctoires, donc sur le foie, les reins, la peau, les intestins. Par voie cutanée, ce n'est pas forcément la meilleure voie d'administration. La voie privilégiée, ça va être la voie orale et c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de tendance qui se distingue pour la famille. Il faut vraiment voir au cas par cas. Et la voie atmosphérique n'est pas adaptée. Donc, au niveau des voies d'administration, ça va être de la voie orale et pas de voie cutanée, pas de voie atmosphérique. Précaution d'emploi du cas par cas. Et des huiles essentielles qui contiennent des phtalides, vous allez avoir par exemple le céleri ou la livèche. On est bientôt au bout, si vous êtes encore vivant et vivante. Donc les composés azotés, une autre famille. Donc, ce sont des composés qui sont peu courants, l'activité est assez mal connue, mais par contre, c'est souvent cette molécule qui est responsable, qui va en partie être responsable de l'odeur de l'huile essentielle. Donc, les principaux composés azotés, ça va être les cyanides, les indoles, les pyrazines, les antranilates, sont des calmants du système nerveux central. On va les retrouver à l'état de trace dans les huiles essentielles. Donc, vraiment, c'est les molécules qui vont arriver en fin chromatogramme au niveau des quantités. Vous allez vraiment être tout en bas du bulletin d'analyse. Donc, il n'y a pas de profil de tolérance qui est possible de faire. C'est étudié au cas par cas.
les cyanides, ce sont des dérivés d'acide cyanhydrique. Ce sont du coup des dérivés très toxiques, mais peu concentrés dans les huiles essentielles. Les voies d'administration, c'est pareil, c'est du cas par cas. Et les précautions d'emploi, c'est pareil. Donc, des molécules, des huiles essentielles pardon, qui contiendraient des composés azotés, vous allez trouver chrysanthème, jasmin, néroli, petit grain bigarade, rose de Damas, patchouli, angélique. Donc ça, ce sont des huiles essentielles qui contiennent des composés azotés. Dernière famille, les composés soufrés. Donc, les principaux composés soufrés, vous allez retrouver les menthes sulfides, les isommenthes sulfides. C'est pareil, ce sont des composés présents à l'état de trace. Au niveau de leurs propriétés, ils vont être par exemple détoxifiants, stimulants respiratoires et digestifs, antibactériens, antiparasitaires. On va les retrouver aussi à l'état de trace, donc pas possible d'établir un profil pour la famille. Ce sera une étude au cas par cas. Ils sont quand même tendance à être irritants des muqueuses et dermocaustiques. Et vous allez les retrouver dans des huiles essentielles comme la menthe poivrée, la sauge clarée, l'anis vert, le géranium bourbon. Bon, alors j'espère que vous avez survécu à tout ça. On va passer aux mémos. Donc voilà, donc, je vous ai mis sous forme un peu plus visuelle et vraiment avec les propriétés principales. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment... il y a beaucoup d'huiles essentielles qui rentrent dans chaque famille. Il y a des propriétés diverses et variées. J'ai essayé de faire ressortir vraiment les principales. Donc, avec ce petit mémo structure-activité que je vous mettrai en téléchargement dans la prochaine mise à jour du cours d'aromathérapie que je suis en train de faire. Donc, vous pourrez les avoir. En attendant, je vous les mettrai sur le forum. Comme ça, vous pourrez... semaine prochaine, je vous les mettrai sur le forum. Je vous les épinglerai. Comme ça, vous pourrez avoir ces mémos avant la mise à jour. Donc, vous avez un premier mémo, structure, activité, où vous allez retrouver du coup les familles chimiques et à chaque fois les activités principales. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des monoterpénols qui vont être anti-infectieux, immunostimulants, toniques lymphatiques, les acides anti-inflammatoires puissants, antalgiques. Voilà, le 1,8-cinéol qui est expectorant, décongestionnant respiratoire, activateur métabolique. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous aider à apprendre ces relations structure-activité. Là, vous avez le même type de visuel, mais cette fois-ci avec un mémo structure-toxicité. Donc, j'ai toujours gardé la même disposition des différentes familles. Donc, la coumarine, elle est toujours en haut à gauche, le monoterpène en haut à droite. Donc, comme ça, si vous avez une mémoire photographique, ce sera peut-être plus facile pour vous pour essayer de retenir. Donc, les coumarines, voilà, qui sont parfois photosensibilisantes ou hépatotoxiques, qui ne sont pas pour les femmes enceintes, les hémophiles. Le 1,8-cinéol qui va être irritant pour les voies respiratoires, qui n'est pas adapté aux personnes asthmatiques et aux enfants de moins de 3 ans. Les éthers, c'est du cas par cas. Ça va être pas pour les femmes enceintes et les moins de 10 ans pour les phénylméthyléthers. Acide, voilà, du cas par cas, dermocaustique à divers degrés. Voilà, j'ai essayé de vous ressortir les principales toxicités en fonction des familles. Et le dernier, où là, je vous ai pas pareil, par famille, je vous ai mis les principales huiles essentielles qui rentrent dans cette famille, en fait. Alors, soyez pas perturbés. Vous avez bien compris que les huiles essentielles sont des soupes de molécules chimiques dans des quantités complètement variables et qu'une huile essentielle peut bien évidemment appartenir à plusieurs familles. Ce n'est pas choquant, puisque une huile essentielle n'est pas mono-composée chimique. C'est pour ça, c'est ce qui fait aussi toute la complexité de ces familles biochimiques. C'est que voilà, il y a des huiles essentielles qui appartiennent à plusieurs familles chimiques avec parfois des propriétés antagonistes. Donc là, vous pourrez retenir pareil, qui est concerné par cette famille et ces huiles essentielles. Donc les coumarines, vous allez retrouver le citron, mandarine rouge, bergamote, angélique, les aldéhydes, cannelle de Ceylan, lychée citronné, eucalyptus citronné, le niaouli, les monoterpénols avec le bois de rose, le géranium rosa, le bois de haut, le thym linalol, le titri. Voilà, j'ai essayé d'illustrer chaque famille avec les huiles essentielles concernées. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette classroom. C'était une classroom assez longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à reparcourir la vidéo, à revisionner certaines diapos.
à poser des questions sur le forum, par mail. Voilà, n'hésitez pas. Ce sont des notions qui sont compliquées, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle Classroom. À bientôt. Au revoir.